Bonjour à toi voyageur, et bienvenue dans cette chronochronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'armure Kiribati, qui est un type d'armure traditionnelle trouvé dans la République indépendante de Kiribati dans l'océan Pacifique central. Elle est fabriquée à partir de fibres de noix de coco, tissées et restes d'animaux aquatiques. Refaisons un peu l'histoire de ces îles. On pense que les îles Gilbert de Kiribati ont été colonisées vers 3000 avant JC. JC pour Jésus-Christ, pas pour Jean-Claude Van Damme. Enfin bref, le peuple des Kiribati utilisait la végétation proliférant sur les îles pour se fournir en nourriture et en huile. Le bois était utilisé pour les canoës et les maisons, et les feuilles pour fabriquer des paniers et toute autre sorte de conteneurs. La fibre de coco, quant à elle, était travaillée pour faire de la ficelle. Rien de particulier pour un peuple vivant sur une île, il est vrai. Comme on le dit si bien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et encore plus sur une île. Mais là où ça change, c'est que les insulaires ont également créé des armures complexes en utilisant du sénite à tissage épais à partir de la ficelle de fibres de coco. Comment ? Vous ne savez pas ce qu'est le sénite ? Eh bien, le sénite est un type de cordage fabriqué en tressant des brins de fibres séchées et en l'occurrence, ici il s'agit de fibres de coco. C'est un matériau important dans les cultures océaniques car il est utilisé dans l'architecture traditionnelle, la construction de bateaux de toutes sortes et de toutes tailles, mais également dans la pêche et aussi comme ornement. Ici, le sénite à tissage épais est appelé la tekora par les Kiribati et c'est d'ailleurs les femmes qui la produisaient en la nouant à l'aide d'une aiguille en os. La fabrication d'une seule armure pouvait nécessiter jusqu'à 400 mètres de corde, soit plusieurs centaines de noix de coco. L'armure était composée de plusieurs parties. Les principaux éléments étaient une combinaison et une tunique à manches longues, par-dessus lesquelles on enfilait une cuirasse couvrant la poitrine et souvent complétée par une haute collerette protégeant l'arrière de la tête. La cuirasse, appelée le tetanga, pouvait être décorée de motifs géométriques réalisés en cheveux humains et plus rarement de plumes et de coquillages. En plus du costume de dessous et de la cuirasse, les guerriers Kiribati pouvaient également porter des ceintures en peau de raie, des gants, des protections d'épaule ainsi qu'un casque en fibre ou en peau de poisson, comme l'exemple que je vous montre en ce moment qui est fait en peau de poisson globe séché. Leurs armes étaient également très spécifiques et bordées de dents de requin, comme le montre cette épée, cette dague ou encore ce trident. Bien que les musées occidentaux présentent généralement des armures dites complètes, tous les guerriers ne portaient pas nécessairement tous les éléments que je vous ai cités, et cela pour des raisons diverses et variées. On sait par exemple qu'il existait des formes de duels très ritualisées et réglementées au cours desquelles deux adversaires, en armure, s'affrontaient accompagnés d'assistants qui ne revêtaient que la tunique et la combinaison du dessous. Ces assistants étaient une sorte d'écuyers et les aidaient à se relever en cas de chute ou compensaient leur champ de vision qui était limité par la collerette. Au cours de ces duels, le but n'était pas de tuer son adversaire, mais de lui infliger un certain nombre de touches. La plupart des armes qui accompagnaient les armures n'étaient d'ailleurs pas conçues pour tuer, mais pour infliger de sérieuses blessures. Ce qui peut faire un parallèle avec le style de duel judiciaire qui existait à l'époque médiévale en Europe où le même principe était utilisé, avec des duels au premier sang ou encore avec les tournois à la touche. L'anthropologue Katharine Louamala, qui a travaillé à Kiribati dans les années 40, a même noté que l'intention était bien de blesser et non de tuer, car un tueur était considéré comme un meurtrier et devait payer une indemnité en terre à la famille du défunt. Il faut également savoir que la provenance historique de l'armure est très fantasmée. L'absence de langue écrite complique beaucoup les recherches et les seuls éléments de tradition orale restants ont été peu à peu oubliés au cours des derniers siècles à cause du christianisme et de l'expansion coloniale des empires européens. Car en 1892, les îles ont été placées sous le protectorat de l'Empire britannique, dans lequel l'armure de fibre a été interdite en raison de son association avec le combat. Et bon nombre d'entre elles furent détruites avec d'autres objets importants de style rituel et spirituel par des missionnaires chrétiens de l'époque.
Pour couronner le tout, la dernière personne spécialisée dans leur fabrication s'est éteinte dans les années 50, et il ne reste aujourd'hui que seulement 2 armures très anciennes dans l'archipel d'origine, conservées au Te Unwanibong Kiribati Culture Center and Museum sur l'île de Tarawa. Bien sûr, d'autres exemplaires persistent dans différents musées autour du globe, ainsi que dans des collections privées, mais elles restent peu nombreuses. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis et voire dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. C'était Tancred de Sabodia, à Arvier les gens.